il y a une cohérence entre l'histoire qui est racontée, le dosage qui est donné et la précocité de la défense, en tout cas de l'histoire qui a été racontée et la vraisemblance de l'histoire qui a été racontée. Donc, bon, comme ça, moi, j'aurais tendance à le croire, Sinner. Bon, voilà. On va tout de suite attaquer l'actu. L'actu avec Jannik Sinner. Jannik Sinner, qui est un joueur de tennis, italien. C'est le numéro 1 mondial, hein. C'est le numéro 1 mondial. Il a 23 ans et il a été contrôlé positif à un stéroïde anabolisant, le Clostebol. Clostebol à 2 reprises, en tout cas, l'échantillon A, l'échantillon B. Et ça, c'était en mars 2024, donc ça fait peu de temps. Et il vient d'être innocenté par le tribunal, j'imagine, arbitral du sport, en tout cas le tribunal indépendant, parce qu'il a plaidé la contamination. Et justement, on va voir cette histoire-là de contamination, comment ça s'est passé, tout ce qu'on peut en déduire. Et on reprend cette histoire qui est quand même assez intéressante, cette histoire évidemment de contamination au Clostebol. L'histoire, c'est que ça serait son kiné Giacomo Naldi, qui aurait appliqué ce spray en fait sur sa peau pour traiter une coupure à un doigt, et ensuite, après avoir appliqué cela sur sa peau, il a massé Jannik Sinner, et là, la quantité en tout cas de stéroïdes est passée dans le corps de Sinner, et on en a retrouvé d'ailleurs très peu, hein, c'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Donc, ça veut dire on en a trouvé une quantité infinitésimale. Mais enfin, ça suffit, le fait de le trouver suffit à pouvoir expliquer, en tout cas à pouvoir faire entrer une procédure. Alors justement, on va voir ce que dit la presse là-dessus, et on va reprendre les éléments d'abord un peu de la presse. Alors, le coach de Jannik Sinner explique comment le spray, hein, donc c'est la justification qui a été donnée, a provoqué le scandale de ce contrôle positif. Évidemment, ça fait des remous. Le Clostebol, l'article explique, donc l'article qui est de RMC Sport, explique comment le Clostebol est un stéroïde anabolisant, et puis il donne la version des faits selon le clan Sinner. Alors, Giacomo Naldi, c'est le physiothérapeute, et il a mis sa main dans une trousse médicale où il s'est coupé le doigt. Bon. Jannik lui a demandé ce qu'il a fait, s'il a utilisé une crème ou un produit pour aider la guérison, et il a répondu à ce moment non, ce qui était vrai à ce moment-là, dit l'entraîneur. Donc il n'utilisait pas. Donc quand même, ça sous-entend que Jannik Sinner a quand même fait attention, il avait la puce à l'oreille. Et ce qui s'est passé après, toujours, Giacomo Naldi et Umberto Ferrara, hein, qui est le préparateur physique, Umberto procédait ce spray, qui est courant en Italie, on verra hein, le nom, etc. Il l'a offert à Giacomo Naldi, le kiné, pour l'aider. Et là, le problème, c'est que dans ce spray, il y a des substances interdites. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs sportifs italiens qui avaient été testés positifs pour avoir utilisé ce produit. Donc c'est un produit qui est commercialisé en Italie, qui contient ce stéroïde anabolisant. Pour info, il n'est pas commercialisé en France. Et bah évidemment, ça passe dans le corps et ça entraîne un contrôle positif. Et là, le kiné a continué à s'occuper de Jannik Sinner tout en soignant son doigt, ce qui a provoqué la contamination. Voilà l'explication qui est donnée pour dire bah voilà comment cette substance est arrivée dans le corps de Sinner. Ce qui en tout cas est une théorie qui se tient, hein, clairement. Donc ensuite, évidemment, se pose la question, est-ce qu'il s'agit d'une faute professionnelle? Bah certainement, voilà. En tout cas, toujours est-il que Sinner se sépare à la fois de son kiné et de son préparateur physique. Hein. On a cette information-là dans la presse de l'équipe. Déjà absent lors du voyage de New York, Umberto Ferrara et Giacomo Naldi ne font officiellement plus partie du staff de Jannik Sinner. Donc, il s'est séparé du préparateur physique et du kiné. Pour la défense de Sinner, il dit, bah voilà, c'est le préparateur physique qui a acheté ce spray qui contient le Clostebol, c'est la substance dopante. Et c'est lui qui a conseillé Giacomo Naldi, le kiné, qui a appliqué ce spray sur sa peau pour traiter une coupure au doigt et puis ensuite a contaminé Sinner.
Tout ça pose plusieurs questions, évidemment. Toujours Sinner, et on prend les données, et puis après, je vais essayer de vous expliquer un peu comment mon œil de médecin du sport là-dessus. En tout cas, toujours est-il que Sinner, lui, dit « Moi, je sais que je n'ai rien fait de mal. » C'est la déclaration de Sinner. Il dit « Moi, je n'ai rien fait de mal. » Voilà, malgré ces tests positifs. J'ai joué avec ça dans mon esprit, ça s'est bien passé, c'est un soulagement, puisque les contrôles étaient positifs au mois de mars. On verra justement les différents délais qui sont nécessaires pour pouvoir... parce que c'est pas immédiat, c'est pas dès qu'on a un contrôle positif qu'immédiatement il existe une condamnation. Il y a toute une procédure, évidemment, parce qu'il est nécessaire que, bien sûr, les gens puissent mettre en place leur défense. En tout cas, lui, vraiment, explique comment, voilà, il aurait bien aimé se passer de tout ça. Donc après, bon, la question de savoir comment le secret a pu être gardé, etc. En tout cas, il explique que c'est une quantité extrêmement infime, puisque c'est 0,00000000001 qui a été retrouvé dans le corps. Il dit ça fait beaucoup de zéros avant le 1. Hein, effectivement, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zéros avant le 1. Donc, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, ce sont des traces, en quelque sorte, qui ont été trouvées. Et évidemment, lui dit, ce sont des traces parce que, tout simplement, c'est des quantités infimes qui sont passées par ma peau via mon kiné. Voilà ce qui est affirmé. Donc, il y a déjà eu des cas semblables avec des sanctions bien plus lourdes. Est-ce qu'il n'y a pas eu de crainte de grosses peines? Bon, alors il explique qu'ils ont tout de suite compris d'où ça venait et qu'ils pouvaient expliquer les choses, que ils ont cru immédiatement la situation parce que ça paraissait plausible pour le tribunal arbitral du sport, ou en tout cas les instances antidopage. Donc voilà un petit peu des choses qui sont données en tout cas. Alors évidemment, il y a des discussions parce que certains disent oui, il y a une différence de traitement entre les joueurs. C'est une question qu'on pourra également évoquer, notamment Djokovic. Qui dit Sinner lui il a été épargné, mais il y a d'autres joueurs qui n'ont pas eu ça, donc on aimerait qu'en fait on standardise les réponses face à un contrôle positif. Première chose que j'avais envie de vous dire, c'est qu'est-ce que c'est que ce clostébol? Le clostébol qui porte un autre nom, le 4-chlorotestostérone. 4-chlorotestostérone, c'est donc un dérivé de la testostérone, qui est donc un androgène, c'est avec des propriétés anabolisantes. Les propriétés anabolisantes, ça veut dire que ça a tendance à faire gonfler le muscle, faire une croissance musculaire, et donc la propriété de ce clostébol, de ce 4-chlorotestostérone, eh bien, c'est d'avoir un effet, ça a moins d'effet androgène, c'est-à-dire moins de traits masculinisants, mais bien un effet anabolisant de croissance musculaire. Alors, c'est vrai, première chose, il faut dire, c'est vrai, ça existe, il y a des substances qui existent sous forme de spray. Alors, pas en France, il faut le dire tout de suite, en France, il n'y a pas de spécialité médicamenteuse, j'ai vérifié là, juste avant de démarrer le stream, il n'y a pas de spécialité médicamenteuse qui contienne le clostébol. En revanche, en Italie, c'est vrai que en dermato et en ophtalmo, il existe des pommades, c'est l'acétate de clostébol, qui est utilisé, et effectivement il y a des sprays, il y a des crèmes utilisées en dermatologie. Le but c'est de traiter des plaies cutanées, des abrasions, des érosions, des fissures, des brûlures. Donc c'est un médicament qui est tout à fait utilisé dans ce cas de figure là, donc qui est bien répertorié en Italie pour être utilisé dans ce cas de figure, et en plus qui est en vente libre. Donc c'est pour ça déjà, il faut rappeler que tout médicament en vente libre c'est pas qu'il n'est pas dangereux. Un médicament peut tout à fait être en vente libre et être dangereux, et un médicament peut être en vente libre et en plus rendre un contrôle antidopage positif. Donc ça, c'est la première chose. C'est première chose à dire aux sportifs. Attention, c'est pas parce qu'un médicament est en vente libre qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis du dopage, ni du danger d'ailleurs de manière générale. On peut dire que ça paraît en tout cas cohérent que deux Italiens, puisque ce sont des Italiens, aient utilisé un médicament en vente libre qui est là pour les plaies cutanées et qui, effectivement, traite ce genre de choses. La seule chose que je dirais lorsque je lis, le récit, c'est qu'attention, d'accord, en tout cas, en ce qui concerne Jannik Sinner, il est là, visiblement, il est plutôt victime, mais attention, on a
un préparateur physique qui a conseillé un médicament à une autre personne. Ça, en tout cas en France, c'est interdit. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous faire une automédication, même si ce n'est pas conseillé de trop s'automédiquer, mais vous pouvez vous faire une automédication pour vous-même ou vos enfants. Ça, voilà, ah, j'ai mal à la tête, je prends du Doliprane, ça, vous avez le droit. En revanche, vous ne pouvez pas dire, ça c'est interdit, c'est un acte médical, de dire « tu as mal à la tête, prends du Doliprane ». Ça, c'est un acte médical puisque ça sous-entend que vous avez fait un diagnostic et que vous donnez un traitement et que vous avez vérifié d'abord que le traitement est lié au diagnostic et qu'ensuite il n'existe pas de contre-indication à l'utilisation de ce traitement. Parce que à chaque fois qu'on donne un médicament, hein, en médecine c'est ce qu'on apprend, bien évidemment on cherche l'indication du traitement et donc il faut porter un diagnostic, mais aussi on vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication du traitement, c'est-à-dire que le traitement ne pose pas de problème pour la personne. Ce qui était le cas pour le kinésithérapeute, puisque il existait une contre-indication dans le cadre de son travail, puisqu'il risquait de mettre, évidemment, dans le cadre de son travail, en danger un athlète, ou en tout cas de porter préjudice à un athlète. Donc, c'est pour ça que là, je trouve qu'il y a une infraction du préparateur physique, qui n'est pas médecin, et qui a proposé un médicament sans penser à l'effet secondaire ou à la contre-indication de ce médicament, chez la personne à qui il l'a conseillé. Donc là, effectivement, il y a une erreur. Alors évidemment, on peut toujours se dire, oui, mais c'est pas grave, on peut donner du Doliprane, etc. Bah oui, mais si on a mal à la tête et que c'est une méningite, eh ben, le Doliprane ne suffira pas. Et enfin, il y a une imprudence du kinésithérapeute, évidemment, qui a mis des substances qui pouvaient être, en tout cas, si ce n'est nocives, préjudiciables pour le patient qu'il traite. Est-ce que Sinner aurait dû être plus durement sanctionné? Ben, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre du dopage, eh bien, ça répond à des juridictions. C'est-à-dire qu'une personne qui va être contrôlée positive, eh bien, va suivre un procès, en quelque sorte. Et comme toujours, les procès eh bien, vont tenir compte des circonstances et de l'environnement. C'est-à-dire que, d'accord, je vais prendre un exemple un peu caricatural, quelqu'un fait un excès de vitesse à plus de 30 km ou plus de 50 km/h par exemple. Bien sûr, il y a des sanctions, mais si c'est la 10e fois que la personne fait un excès de vitesse à plus de 50 km/h, ça ne sera probablement pas la même sanction que si la personne n'a fait qu'une seule fois un excès de vitesse à 50 km/h et que c'était pour emmener son épouse, par exemple, à coucher. Bon, même si c'est pas très prudent parce que il faut, voilà. Donc vous voyez que l'environnement, un juge va toujours tenir compte des circonstances. Bien évidemment, il y a tout ce qui est écrit, mais il va tenir compte des circonstances. Et c'est le cas aussi dans le cadre du dopage. Et donc c'est probablement pour ça que Sinner n'a pas eu la même sanction, n'a pas été sanctionné de la même façon que d'autres. Là, visiblement, quand je lis ce qui est dit pour Sinner, très tôt, très vite, il donne l'explication. C'est-à-dire que très tôt, le kiné dit « mais oui, j'ai utilisé cette pommade et effectivement, elle contient la substance anormale ». Ça, évidemment, ça plaît dans la faveur d'une personne qui, s'il donne une réponse avec des versions qui changent et puis des versions tardives, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Là, très vite, tout le monde saisit et très vite, il donne la version qui est cohérente en plus avec le taux extrêmement faible qui est retrouvé dans son corps, il donne la version aux structures antidopage. Et puis, en fonction des circonstances, de l'explication, eh bien, il va y avoir des sanctions plus ou moins fortes. C'est-à-dire que les sanctions vont s'adapter. C'est évident que s'il avait été trouvé une quantité extrêmement forte dans le corps du clostébol, évidemment, les gens auraient dit « mais attendez, c'est pas possible que simplement en ayant un tout petit peu massé, on ait trouvé une quantité aussi forte dans votre corps. » Et donc, là, évidemment, l'explication ne tenait pas. Mais là, l'explication tient, puisque c'est une quantité extrêmement faible qui peut tout à fait être une contamination. En tout cas, là, clairement, dans la procédure, il y a une cohérence entre l'histoire qui est racontée, le dosage qui est donné et la précocité de la défense, en tout cas de l'histoire qui a été racontée et la vraisemblance de l'histoire qui a été racontée. Donc,
Bon, comme ça, moi, j'aurais tendance à le croire. Bon, voilà. Pourquoi est-ce que quand on a un contrôle positif, parce qu'il y a positif et positif, pourquoi est-ce que quand il y a un contrôle positif, il y a des sanctions qui sont différentes? Eh bien, c'est peut-être la quantité. Si la personne, elle est positive, non pas avec 0 et 9 0 et 1 1, mais plutôt des chiffres au-dessus de la virgule, eh ben là, c'est difficile de dire que c'est avec une petite pommade qu'on est contaminé. Donc il y a positif et positif, encore une fois, et ça peut expliquer probablement la différence de traitement. Donc, pour le coup, je ne serais pas spécialement d'accord avec Djokovic, qui est de dire, bah, à partir du moment où c'est positif, tout le monde doit avoir la même sanction. Non, moi je crois qu'il faut tenir compte de l'explication, des circonstances. On sait que malheureusement, il y a des situations de contamination qui peuvent exister, il y a des éléments qui peuvent être pris par inadvertance, je pense vraiment de manière tout à fait honnête, et puis se tenir compte également du passé du sportif. Est-ce que la personne a déjà été prise une fois, deux fois, ou avec des contrôles qui étaient un petit peu limites? Ça, il faut en tenir compte. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a ce qu'on appelle un passeport biologique, c'est-à-dire que les sportifs sont contrôlés, ils ont des bilans sanguins réguliers pour voir s'il y a des variations, s'il y a des anomalies biologiques qui apparaissent tout au long de l'année. Et si la personne, on se rend compte que tout est clean et que son passeport biologique est clean, il n'a jamais été contrôlé positif, et puis qu'on a une trace infinitésimale, et ensuite, tout de suite, un jour après, 2 jours après, il explique parfaitement, cohérent avec tout le monde qui explique les choses clairement. Bon, moi je pense que c'est pas la même chose qu'une personne qui s'est cachée à 3 contrôles antidopage. Je ne vise personne, je ne sais même pas qui aurait fait ça. Mais enfin, je vous donne un cas, virtuel. Une personne qui serait cachée 2-3 fois au contrôle antidopage, qui aurait eu un contrôle déjà positif, qui a un passeport biologique un petit peu douteux, bah là, on n'est pas dans la même circonstance. Autre question qui m'est posée, c'est est-ce que Sinner a bien fait de se séparer de son kiné? Si cette histoire de contamination est vraie, est-ce une faute professionnelle de la part de son kiné? Alors Sinner dit, voilà, moi, à partir du moment où il se passe ça, j'ai plus confiance. J'ai plus confiance, et bon, on le comprend, il est mis dans une tambouille incroyable suite à ce contrôle positif. Moi, je comprends qu'il n'ait pas tellement envie de continuer à travailler avec ce kiné, qui était très bon, visiblement, parce qu'il dit, on a vraiment, en 2 ans, on a travaillé extraordinaire, même avec le préparateur physique, ils ont fait des choses extraordinaires. Enfin, il se passe ça, bon, bah voilà, ils ont fait une connerie. Alors, est-ce que c'est une faute professionnelle? Bah, malheureusement, oui, c'est une faute professionnelle, donc ça justifierait un renvoi, à mon sens, puisque si le kiné admet qu'il a utilisé un produit interdit et qu'il l'a appliqué sur ses mains et ensuite appliqué ses mains sur le corps d'un sportif qui est contrôlé régulièrement au produit antidopage, eh ben, il faut absolument vérifier ça, sachant qu'en plus, il serait connu que ce produit contient des éléments interdits. Alors peut-être qu'il a pensé qu'avec une très faible quantité, voilà, il n'y avait pas de contre-indication particulière. Enfin bref, encore une fois, dans ces cas de figure-là, l'intérêt, c'est de demander à un médecin et de faire une prescription médicale. Parce qu'à ce moment-là, la personne peut dire « j'ai demandé conseil, j'ai demandé à un médecin, on ne m'a pas conseillé, etc. » Mais là, c'est une automédication. Pire, c'est même pas une automédication, c'est une prescription par quelqu'un qui n'est pas un professionnel de santé, et ensuite, un professionnel de santé pour le coup, et ensuite une utilisation comme ça, sans qu'un médecin ait été mis dans la boucle. Moi, je trouve que c'est évidemment une erreur.